Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Jacques Latour, merci d'être avec nous ce matin. Je suis fan moi, de Jean-Jacques Latour. Et oui, il venait plutôt dans l'œil de l'expert l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai décidé de l'inviter dans l'émission Média, puisque les écrans, alors c'est pas tout à fait média, mais les écrans on vit avec, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone. Beaucoup de gens regardent la télévision sur les écrans, on est extrêmement sollicité. Jean-Jacques Latour, vous êtes expert en cybercriminalité, directeur expertise à cybermalveillance.gouv.fr. C'est un dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation des publics aux risques numériques. Et ils sont nombreux, ces petits SMS qui vous disent vous avez reçu un colis, Colissimo. Moi, j'ai reçu un mail Colissimo que j'ai cru être vrai. On va en reparler avec vous. Beaucoup d'arnaques et puis usurpation d'identité également. Beaucoup de choses à savoir avec vous. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle concerne évidemment notre invité du jour. Est-ce que vous avez déjà eu des cyberarnaques? Alors pour l'instant, vous nous dites non à 73%, mais peut-être vous n'avez pas forcément compris le sens de la question, parce que je pense qu'il y a plus de gens. C'est tous ces SMS frauduleux, vous avez reçu un colis, ou veuillez vous changer votre carte vitale, elle est erronée. Sans parler des comptes CPF. Les comptes CPF. Donc c'est ça. Ou CPF, Pardon ? C'est les comptes CPF. CPF, oui. C'est Compte ça. professionnel. Et c'est de ça dont on parle. Donc, vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, également sur le compte YouTube. Nous allons parler de ça. Vous avez ensuite. été victime, vous, Gilles? Moi, j'ai pas été victime. Je suis super prudent. Ouais. Et une fois, j'ai cliqué, j'ai eu un doute. Et du coup, en fait, mon réflexe, je ne sais pas si c'est un bon réflexe, j'ai tout de suite installé sur mon portable un antivirus. J'ai scanné, j'ai trouvé 2 virus, je les ai effacés. Ça, c'est une très très bonne démarche, quelque part. Ah, mais je l'ai fait immédiatement faire, parce que j'ai senti que j'étais sur une fausse page. Un antivirus, c'est un peu comme la ceinture de sécurité, j'ai pour habitude de dire, c'est-à-dire ça ne vous protégera pas de tous les accidents, seulement quand on a un accident, on est bien content de l'avoir. Donc en fait, c'est une bonne protection. Mais moi, en essayer fait, de se généraliser. j'ai peur que les sociétés d'antivirus m'envoient un virus pour prouver qu'ils sont efficaces. Non. Ça ne fonctionne quand même pas comme ça. C'est une vieille légende urbaine qui consistait à dire que les fabricants d'antivirus fabriquaient des virus pour pouvoir vendre des antivirus. Il y a beaucoup d'antivirus gratuits. Sachant qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'antivirus gratuits qui sont d'ailleurs parfois de très bonne facture. Et donc, en fait, il n'aurait aucun intérêt à faire ce genre de choses. Même pour faire plus de ventes. Même pour faire plus de ventes, puisqu'en fait, ils ne vendent pas les antivirus gratuits. Et ils sont efficaces, ces antivirus gratuits? De plus en plus, oui. En fait, aujourd'hui, ce qui va distinguer principalement les antivirus gratuits des antivirus payants, c'est que les antivirus payants vont vous apporter des fonctionnalités supplémentaires de sécurité. Au-delà de la simple analyse antivirus, ça va vous permettre effectivement d'avoir un gestionnaire de mots de passe sécurisé, d'avoir un VPN pour sécuriser vos connexions, etc. Donc ils vont vous apporter des services supplémentaires qui ne sont pas dans les versions gratuites. Alors Gilles, on passe au zapping. On aura plein de questions après. Oui, absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, Jean-Jacques, vous n'avez pas pu échapper hier à la journée consacrée à l'adieu de la reine Elisabeth II. J'ai même pas eu la curiosité de regarder les audiences, voir si ça je vais regarder pendant que vous faites votre zapping. C'est bien, vous allez écouter le son, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, hier, il y avait mon chouchou sur TF1 et LCI, Valérie. Il y avait Vincent Mélan, qui est le chef de service de Point de Vue. Et pour lui, si vous voulez... Spécialiste de la royauté. Et l'enterrement de la reine, ça lui permet un peu de réviser le trombinoscope du Gotha. Écoutez cet extrait. Là, vous avez la princesse Alexandra de Kent sur la gauche, la famille de Kent, le prince et la princesse Michael, le comte de Saint-Andrew, Lord Frederick Windsor et son épouse Sophie Winkelmann. Ce sont les cousins germains de la reine qui arrivent à Westminster Abbey. Donc la dame qu'on reconnaît au fond, qui est un peu plus grande que les autres, c'est la princesse Michael de Kent, avec le monsieur qui est un tout petit peu dégarni à droite, c'est son fils. Celui qui est dégarni à gauche, c'est son neveu. Ça, c'est le comte d'Ulster, le fils du duc et de la duchesse de Gloucester. C'est un autre cousin de la reine Elisabeth. C'est un carton, 1 million et 2,8 millions. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près, avec les chaînes info dont on aurait les scores un peu, je pense qu'ils ont fait plus de 4 millions à ce heure-là. C'est plutôt bien de ce que je lis et de ce que je découvre. Et j'ai un autre extrait de Vincent Mélan, qui est aussi le spécialiste de la joaillerie. Il nous a fait écoutez bien Valérie, le détail de la couronne de la reine.
Roi George VI qui a commandé cette couronne en 1937. Le modèle de cette couronne existait toujours. Alors ce qui est très intéressant là, vous voyez les perles qui pendent. Les perles viennent de la reine Elisabeth. Donc là, vous avez les Tudors. Sur la croix du haut, vous avez un saphir qui est le saphir de Saint-Édouard. Ça, c'est la dynastie de Wessex. Le rubis que vous avez au centre rouge, c'est le rubis du prince noir. Donc ça, ce sont les Plantagenets. Derrière la couronne, il y a un gros saphir qui est le saphir des Stuarts. Donc vous avez les Stuarts. Et vous avez le diamant, le Cullinan numéro 2, qui est cet énorme diamant qui vient d'Afrique, qui pèse 315 carats, qui lui vient des Saxe-Cobourg. Donc toutes les dynasties royales d'Angleterre ont imprimé une marque sur cette couronne en laissant une pierre ou un style. Il est trop fort, Vincent Mélan. Alors, j'ai évidemment zappé sur France 2. Et là, il y avait Stéphane Bern. Alors, lui, il a joué un petit peu flattons le pouvoir et il a détaillé les toilettes somptueuses de Brigitte Macron. Madame Macron est habillée par une robe et d'un manteau Louis Vuitton, d'un chapeau de la maison Michel avec une comment dire, voilette Le Sage qui est en fait une broderie et des boucles d'oreilles qui sont de la maison Mellerio di Meller et des gants de la maison Fabre. Mais allez-y. Bref, non ? Flattez-moi mon bon prince, Voilà, c'est ça. Je vous ai vu, je vous connais. Il y a un auditeur qui dit une chose intéressante, Gilles, il dit « J'ai voulu regarder le début de la saison des Rivières Pourpres et on y parle d'un accident sur un passage à niveau le même jour que hier commençait le procès de cet accident, un passage à niveau. Il a trouvé ça maladroit. Bon. Oui. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait le lien. Moi non plus, j'avais pas fait le lien. Et hier, Baba, Cyril Hanouna, est revenu sur l'échec de la fusion de TF1 et M6. Et vous savez quoi ? Il en a profité pour s'attaquer à Delphine Ernotte. On en parle tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi tout a capoté, c'est que ça faisait 75% du marché publicitaire entre TF1 et M6, c'était pas viable forcément, même si la patronne de France Télévisions était pour, Delphine Ernotte, mais Delphine, bon, c'est pas son argent, donc forcément, elle a pas tort, quand c'est pas ta boîte, t'es content de tout, voilà, c'est normal, voilà, mais je l'aime beaucoup, mais bon, c'est normal, Delphine, c'est pas son argent, donc c'est l'argent de l'État, donc elle dit, si les autres peuvent fusionner, qu'ils fusionnent, moi j'en ai rien à foutre, ça va pas me toucher, à la fin du mois. Donc voilà, faudra que nous, on reviendra dans l'émission Média sur cette fusion. On a lancé quelques invitations pour, évidemment, puisque M6 reste à vendre, Valérie. Évidemment, M6 est sur le marché et le groupe Altis qui détient BFM est intéressé, comme Xavier Niel aussi. Comme Xavier Niel qui est aussi intéressé par le rachat de M6 qui est toujours à vendre. Vous n'avez pas un petit peu d'argent, un peu de denier? Et pour finir, évidemment, j'aurai plus l'occasion de vous parler de la reine. Ça y est, c'est fini. Alors je vais finir sur ce joueur de cornemuse attitré de la reine, Paul Byrne. Vous vous souvenez de cette image? Vous l'avez vu, cette image de cette cornemuse qui s'en va au loin, comme s'en est allée la reine. Et je vous offrirai l'album de Paul Byrne, si vous voulez, de cornemuse. Elle s'est réveillée tous les matins au son de la cornemuse. C'est incroyable, hein. On n'a jamais entendu en France autant de cornemuse. Non, mais j'aime bien, moi je trouve ça pas mal. Ah, vous aimez la cornemuse? Oui, je trouve ça vous me refusez des chanteurs modernes, des rappeurs, mais vous écoutez de la cornemuse. Absolument, je vais m'y mettre. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant avec Jean-Jacques Latour pour parler de cybermalveillance, toutes les arnaques, faux SMS, faux mails, avis Colissimo, des arnaques liées à l'énergie aussi, il faut faire très attention. À tout de suite avec vous sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Jacques Latour, expert en cybercriminalité, directeur expertise à cybermalveillance.gouv.fr. Je vous encourage à aller consulter ce site qui est régulièrement mis à jour et qui vous informe et qui vous sensibilise aux risques numériques. On en parle dans l'émission Média puisque nos écrans sont aujourd'hui tous les jours auprès de nous. Et puis avec vous, Jean-Jacques Latour, Jean-Jacques Bourdin sera 10h30. Jean-Jacques Latour, vous étiez venu avant l'été pour nous parler, pour évoquer ces SMS, ces faux avis Colissimo et surtout ces SMS, vous avez reçu un colis. Donc vous aviez expliqué un petit peu le fonctionnement et cet été, vous avez découvert encore une nouvelle arnaque sur ce SMS, vous avez reçu un colis. Exactement. En fait, je vous avais alerté et j'avais alerté les auditeurs en fait début juillet pour dire attention, il y a une campagne de SMS à la livraison de colis
particulièrement agressive, parce qu'en fait, contrairement à ce que l'on voyait jusqu'à présent, qui était qu'il y avait un lien qui vous envoyait sur un site frauduleux, sur lequel on vous demandait vos informations personnelles et vos informations de carte bancaire pour régler un complément d'affranchissement ou des frais de douane. Donc ça, c'était le cas assez classique. Là, on était confronté à totalement autre chose, c'est-à-dire que ce SMS vous demandait de venir vérifier votre colis, et lorsque vous cliquiez sur le lien, ça avait un comportement différent d'ailleurs en fonction du fait que vous soyez sur un iPhone ou sur un téléphone sous Android. Sur un iPhone, ça vous disait que vous aviez un problème de sécurité et qu'il fallait vous réauthentifier à votre compte Apple en vous envoyant sur un faux site aux couleurs d'Apple pour voler votre mot de passe Apple. Si on vole votre mot de passe Apple, on vole votre vie. Et si vous étiez sur un autre téléphone, c'est-à-dire les téléphones sous Android, là, ça vous disait qu'il fallait faire une mise à jour de sécurité de votre navigateur Chrome, navigateur Google, qui était en fait une application malveillante, un virus quelque part que vous alliez installer sur votre téléphone. Et la fenêtre était assez bien faite, ça apparaissait comme une fenêtre de mise à jour, et les gens, on leur dit toujours, moi le premier, il faut faire vos mises à jour. Donc on leur dit qu'il y a une mise à jour à faire, ils la font. Et la font de façon totalement, je dirais, naturelle quelque part. Et là, il n'y avait pas de lien, c'est juste un bouton OK. Et là, ça vous disait donc que ça allait installer une application sur votre téléphone, et cette application, on avait repéré qu'elle avait les capacités de voler les mots de passe des connexions que vous aviez avec votre téléphone. Quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que c'était pas que ça. C'est-à-dire, dans les fonctionnalités de ce virus, il y avait également une fonctionnalité qui permettait d'utiliser le téléphone de la victime pour envoyer des SMS ou passer des appels, quelle que soit la destination. Et là, on a vu arriver fin juillet, début août, des gens qui, en fait, se retrouvaient soit avec leur abonnement téléphonique de bloqué, soit avec une facture de dépassement de forfait SMS, notamment pour des SMS envoyés à l'étranger, qu'ils ne comprenaient pas, parce que c'était pas eux qui avaient envoyé, mais c'était des centaines de SMS envoyés par jour. C'est-à-dire que le virus va utiliser le téléphone de la victime pour propager des messages de livraison de colis, mais dans le monde entier. Des victimes qui nous ont montré leur journal de SMS envoyés. Il y avait des SMS dans toutes les langues. Donc en français, en anglais, en allemand, en italien, en russe, etc. etc. Et ça, c'est pas dans votre forfait SMS. Vos SMS illimités, c'est pas pour les SMS à l'étranger. Donc on s'est retrouvé avec des victimes qui avaient plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros de communication en forfait. Et qui comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Parce qu'en fait, ça leur arrivait plusieurs semaines après cette facture de téléphone. Et là, en fait, ils ne comprenaient pas. Certaines victimes nous disaient d'ailleurs qu'elles avaient changé de carte SIM. Parce qu'elles étaient rappelées parfois par les gens qu'elles envoyaient les SMS. Elles se faisaient insulter. Il y en a même une qui s'est fait menacer de mort en disant « arrêtez de me harceler », etc. D'accord, donc, changer la carte SIM ne sert à rien de la changer. Alors, non, parce que le virus est sur le téléphone, donc il va utiliser n'importe quelle carte SIM que vous pouvez avoir. Donc il faut changer le téléphone. Alors il ne faut pas changer le téléphone. Il faut le réinitialiser. Il va falloir réinitialiser son téléphone en ayant sauvegardé ses données, mais pas ses applications. Puisque le virus est une application sur votre téléphone. Donc si vous avez sauvegardé vos données et vos applications et que vous restaurez vos données et vos applications, vous allez restaurer le virus. On a d'ailleurs le cas d'une victime qui dit « mais moi j'ai tout réinitialisé tout bien, et quand j'ai restauré, je me suis retrouvé de nouveau avec le virus qui envoie des SMS de partout et qui me fait dépasser ma facture. » Mais ça, on commence à connaître les dangers. Enfin, je vois même des personnes âgées autour de moi qui disent « non, je clique jamais là-dessus ». Ils vont trouver d'autres arnaques. Parce que la carte Amélie, on commence aussi à connaître, il faut peut-être le redire encore, la carte vitale ne se renouvelle pas, vous ne recevez pas de lien. Il n'y a pas de nouvelle carte vitale. Il n'y a pas de nouvelle carte vitale. Stéphane nous dit, n'allez pas cliquer sur un lien que vous avez vous-même initié. Quand on va sur Amélie, quand on a besoin d'Amélie, on va directement sur le site. Mais le SMS, ça fonctionne encore? Vous avez reçu un colis? Ah oui, cette campagne, en fait, on a commencé à la détecter fin juin à peu près, et donc on y a vu par un rapport, une relation avec l'arrivée imminente des soldes. Donc quand il y a les soldes, vous faites des commandes en ligne, vous êtes susceptible d'attendre un colis, et donc vous êtes susceptible de tomber dans le piège. Pour revenir sur les appels dont vous parliez il y a un instant, comment se comportent Bouygues, SFR et Free? Est-ce qu'ils remboursent facilement les gens victimes de ces arnaques? Parce que globalement, les appels, ils ont été passés et consommés. Et vous êtes toujours en possession de votre téléphone. C'est une responsabilité. Alors, la responsabilité de l'opérateur, elle ne peut pas être engagée du fait que vous avez un virus sur votre téléphone et que votre téléphone est utilisé frauduleusement. Donc, certains opérateurs peuvent parfois faire des gestes commerciaux vis-à-vis de certaines victimes. Maintenant, ils ne peuvent pas rembourser. Donc vous êtes doublement presque arnaqué, en fait.
Parce que à la fois, vous avez une somme qui est prélevée et l'opérateur refuse de vous rembourser cette somme. Ouais, mais il n'est pas responsable. Est-ce qu'il est responsable ? Voilà, il n'est pas responsable du virus que vous avez sur votre téléphone. Donc en fait, certains opérateurs, dans certains cas, on a vu que l'opérateur faisait un geste commercial, mais c'est toujours pareil. Si la victime ne fait pas ce qui est nécessaire, le mois d'après, ça va continuer. Ça continuera à envoyer des SMS, je dirais, dans le monde entier, ad vitam aeternam, tant que le problème n'aura pas été réglé. De ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire c'est le même système. Si on vole de l'argent en utilisant l'appli de mon compte bancaire sur mon téléphone, les banques ne remboursent pas l'argent. Alors, elles ne sont pas, là aussi, obligées de rembourser. Ce qu'il faut, c'est voir la loi. Donc si on vide mon compte, je peux rien faire. Il y a la loi et les pratiques commerciales. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire, vous allez dans la rue, quelqu'un vous prend votre portefeuille et vous dérobe l'argent que vous venez de retirer au distributeur, vous retournez pas à votre banque en disant faut me rembourser. Je dirais la banque peut pas être tenue responsable de ce genre de larcin. Donc il y a un certain nombre de règles qui font que dans certains cas la banque est tenue de rembourser, c'est prévu par la loi, notamment pour toute transaction par carte bancaire sur laquelle vous n'avez pas donné un code. En revanche, si un code a été donné ou a été détourné, la banque ne saurait pas être tenue pour responsable. Cela dit, c'est un sujet qui fait débat, et notamment les associations de consommateurs se sont emparées du sujet en disant il y a quand même quelque chose à faire, parce que notamment on a vu des cas où ces virus détournent, il y a un virus sur votre téléphone qui va détourner les codes que vous recevez par SMS. Donc en fait, vous initiez une transaction, vous allez recevoir le SMS, mais vous n'allez même pas le voir arriver, il va être envoyé directement à l'escroc. Pour autoriser l'opération. Pour autoriser l'opération. Et là, c'est un petit peu différent. Alors c'est un petit peu différent, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Maintenant, effectivement, si les banques étaient tenues, ou l'État était tenu de rembourser toute personne qui se fait escroquer, je dirais, il va falloir qu'on augmente un peu nos impôts. Mais on pourrait se dire que ces applis-là ne sont pas assez sécurisées de la part de la banque. C'est pas forcément l'application. Quand vous avez, par exemple, un code qui vous est envoyé par SMS, par exemple, pour valider une transaction, je veux dire, le code il est envoyé par SMS, il n'est pas envoyé dans une application de la banque. Quelles sont les arnaques contre lesquelles vous mettez en garde nos auditeurs de Sud Radio ? On avait évoqué en ce moment avec l'énergie, il va y avoir beaucoup d'arnaques. Vous aviez évoqué la carte Total et ces jeux concours qui sont des arnaques pures et simples. Alors la carte Total, on l'a revue un peu durant cet été, c'est-à-dire un faux SMS, comme on dit. Alors j'aime pas ce terme parce que c'est un vrai SMS que vous avez reçu en fait, mais c'est un vrai SMS frauduleux pour le coup, qui propose effectivement une carte de Total en fait de 200 litres d'essence moyennant des frais d'affranchissement. Là le but est clairement de vous dérober votre numéro de carte bancaire, et c'est une arnaque qu'on a vu beaucoup, notamment sur Facebook et Instagram. On a vu également une forte recrudescence des arnaques au renouvellement de carte vitale que vous évoquiez tout à l'heure. Ça ne s'arrête pas. Depuis le début de l'année, nous on repère une dizaine de sites frauduleux par jour sur le sujet. Les escroqueries à l'infraction pédopornographique, vous avez consulté les sites pornographiques, etc. Ça s'était un peu calmé cet été, et là on voit que ça redémarre considérablement là à la rentrée. On a de 2 à 3 000 consultations jour de notre article sur le sujet, donc on voit bien que ça interpelle toujours les gens. Ça rebondit d'ailleurs un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, on en voit tellement qu'on devrait se méfier. Il y a tous les jours des gens qui nous demandent si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà. Et quel est le but de cela ? Peut-être le rappeler, ceux qui vous envoient, vous allez être entendus pour consultation de fichiers pédocriminels. Elle est où l'arnaque ? Alors le but c'est de vous faire peur. Donc vous avez à l'autre bout non pas un policier, contrairement à ce qui est prétendu, mais un escroc qui va vous faire peur en vous disant voilà, on peut s'arranger à l'amiable sous réserve que vous payiez une forte amende. Les amendes fixées sont de plusieurs milliers d'euros. On a vu du 5-7 000 euros. On dit aux gens voilà, si vous voulez pas que l'affaire soit portée en justice et que votre nom soit cité dans les médias, il y a une amende à payer. Et beaucoup de gens effectivement ont un peu peur de l'erreur judiciaire. C'est pas forcément qu'ils ont des choses à se reprocher. Ils sont prêts à payer l'amende pour pouvoir effectivement être tranquille. Cela dit, c'est une arnaque qui a fait énormément de dégâts jusqu'à présent. Le directeur général de la gendarmerie nationale d'ailleurs a confié que sur cette arnaque, il y avait eu au moins 2 suicides avérés. Et 2 tentatives de suicide avérées où les gens se sont retrouvés à l'hôpital parce que les gens ont paniqué, ils ont pris peur, et il confirme également que toutes les semaines la gendarmerie nationale reçoit des chèques de gens qui disent moi on me demande de payer avec des cartes PCS ou des choses comme ça, je sais pas faire, je vous envoie un chèque, mais surtout c'est pas moi. Voilà, donc on voit que ça continue à fonctionner. Un autre sujet que l'on voit bien redémarrer depuis cet été, c'est ce qu'on appelle le chantage à la webcam. C'est-à-dire vous allez recevoir un message de quelqu'un qui prétend être un hacker, d'avoir piraté vos comptes, de vous avoir filmé sur votre webcam pendant que vous consultiez des sites pornographiques,
et qui vous menace de divulguer ces fichiers, de les publier sur les réseaux sociaux, les chaînes vidéo, etc., et les envoyer à vos amis si vous ne payez pas une rançon qui est généralement de l'ordre de $500. Donc là, bien entendu, on est sur quelque chose qui est du flan, hein, c'est du bluff le plus total. Vous n'avez pas été piraté. Dans certains cas, pour crédibiliser l'arnaque, il vous donne même votre mot de passe. Vous allez dire, mais comment il fait? C'est-à-dire, il a acheté des fichiers de messages et de mots de passe. Il profite du fait que beaucoup de gens utilisent le même mot de passe partout et ne l'ont pas changé depuis 10 ans, et il vous envoie le message, donc c'est crédible, vous prenez peur, et là, vous avez tendance à payer. Dans ce cas-là, vous conseillez quoi? D'aller sur votre site et aller voir la police? On fait quoi? Alors déjà, venez vous renseigner sur cybermalveillance.gouv.fr, parce que nous, toutes ces arnaques, on essaie de les décrire le plus précisément possible, on vous donne des exemples, etc., pour pouvoir effectivement bien identifier que c'est bien ça qui vous arrive, et on vous donne tous les conseils à ce moment-là pour être capable d'y faire face. Par exemple, si on vous a donné un mot de passe que vous utilisez, on va dire la première chose à faire, c'est de le changer partout où vous l'utilisez. Ça veut dire que même si vous n'avez pas été piraté par ce hacker, parce que c'est du bluff, en attendant, votre mot de passe circule sur Internet et vous êtes susceptible effectivement de vous faire pirater vos comptes. Donc changez votre mot de passe tout de suite. Voilà, on vous réinvitera, Jean-Jacques Latour, on a fait le tour, on avait plein de choses à vous... Ne cliquez pas. Et il y avait beaucoup de monde qui nous regardait sur Facebook. Donc cybermalveillance.gouv.fr, un certain nombre d'arnaques y sont décryptées. Et le conseil, soyez prudents, regardez d'où vous provient le mail. Moi j'en ai reçu un, je vous l'ai montré, de Chronopost. Et effectivement, on peut recevoir des Chronopost. Quand on clique sur l'adresse, on se rend compte que c'est pas du tout l'adresse Chronopost. Et en bas, il y avait des références à la Californie. Mais c'est vrai que le numéro, Gilles l'a fait, fonctionne, mais on en reparlera une autre fois. Merci Jean-Jacques Latour. Dans un instant, c'est un autre Jean-Jacques Bourdin, celui-là qui sera avec vous sur Sud Radio. À demain.